Bienvenue sur cette rediffusion de la formation du service jeune sur la dépendance. Pour que vous puissiez malgré tout profiter des supports d'animation de cette journée, nous vous inviterons à plusieurs moments à mettre pause et à faire vous-même les exercices. Enfin, cette vidéo est divisée en 5 parties pour vous permettre de l'arrêter et de la reprendre plus facilement. Pour vous plonger dans cette formation, nous vous proposons les 5 premières minutes d'un court-métrage Falling Floyd. Alors que la vie semblait lui sourire, que Floyd était dans sa montée, il va vivre une descente aux enfers. Le court-métrage nous montre vraiment ce personnage en train de dégringoler. Et puis, il y a l'arrivée de cette petite bête noire, dont on ne connaît pas tout à fait la signification. Alors, pour vous, 2 questions pour les 5 premières minutes de ce court-métrage. Quelle pourrait être la suite de la chute de Floyd ? Et que symbolise cette petite bête noire. Je vous invite donc à mettre pause sur cette vidéo et d'aller voir les 5 premières minutes de Falling Floyd, les 5 premières minutes seulement. Comme vous avez pu le constater, il n'est pas encore tout à fait question de dépendance, on est dans un terreau propice aux dépendances. C'est là-dessus que Jérôme de Bucois nous emmène, avec un détour par l'éthologie. L'étude des animaux, c'est toujours limité dans la mesure où ce qui joue n'est pas forcément transposable pour nous, on est d'accord, mais quand même des éléments sur lesquels on peut s'appuyer. Première chose, c'est les études de Konrad Lorenz, un éthologue, qui a étudié plus particulièrement les volatiles, et parmi ceux-ci, plus particulièrement les oies et les canards. Et donc lui, il a observé qu'à la naissance, ces oies qui sortent de l'œuf s'attachent à la première chose qu'ils rencontrent, habituellement une oie, mais que ça peut aussi être un canard en bois, que ça peut aussi, enfin il a fait des expériences, ou que ça peut être un être humain. En l'occurrence, il l'a fait lui-même, cette expérience-là, en étant, pour ainsi dire, considéré par les oisons comme étant la maman. Et donc, si vous allez voir après sur YouTube, vous verrez des vidéos de Konrad Lorenz qui est suivi par toute une quantité de petites oies. Alors évidemment, pour les êtres humains, c'est différent. À la naissance, le bébé ne s'attache pas à la première chose qu'il voit, autrement il s'attacherait à la sage-femme ou au gynécologue obstétricien. Donc il est bien clair que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais il y a bel et bien ce qu'on qualifie donc Konrad Lorenz a qualifié de phénomène d'empreinte qui se joue. Qui joue aussi pour les enfants, et de manière au moins, à la naissance vis-à-vis de leur mère, plus particulièrement, dans la reconnaissance de la voix. C'est-à-dire qu'à la naissance, un bébé est aveugle, c'est-à-dire qu'il voit de manière trouble, il ne distingue pas bien les formes, mais en revanche, si sa mère parle, il oriente son visage en direction de la maman, parce qu'il reconnaît les fréquences basses de la voix de la mère qu'il avait entendue déjà pendant la vie intra-utérine. Donc ça, c'est déjà un premier phénomène d'empreinte, et l'enfant n'oriente pas son regard en direction d'autres voix. Donc c'est spécifiquement la voix de la mère, parce que c'est celle qu'il reconnaît. Autre phénomène d'empreinte, c'est l'empreinte olfactive, c'est-à-dire qu'un enfant, dès la naissance, reconnaît l'odeur de sa maman. Alors, où est la signature olfactive ? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la signature olfactive ne se trouve pas sous les aisselles, ça c'est la sudation, mais bien à la base du cou, donc le creux susclaviculaire, qui est l'endroit où vous avez votre signature olfactive. Assez spontanément, une maman, quand elle veut apaiser un bébé, va le mettre sur son épaule et l'enfant se blottit et ça l'apaise. Donc ça, c'est la signature olfactive. Alors vous pourriez me demander, mais comment se fait-il qu'il reconnaît l'odeur de sa maman qu'il n'a jamais sentie, puisqu'il n'avait pas encore d'odorat développé quand il était dans le ventre ? Eh bien, parce que les marqueurs olfactifs sont des marqueurs hormonaux, enfin la signature olfactive a les mêmes marqueurs hormonaux que ce qu'on retrouve dans le liquide amniotique. Il y a 2 éléments, qui est donc le phénomène d'empreinte, qu'on va qualifier de proto-attachement, donc qui sont, comme je vous ai dit, reconnaissance de la voix, où on oriente l'attention en direction de la voix, reconnaissance de la signature olfactive, qui apaise le bébé. Progressivement, d'ailleurs, il peut reconnaître d'autres odeurs. Chose amusante, c'est que autant l'odeur de sa maman va le rassurer et l'apaiser et éventuellement l'endormir, autant quand il reconnaîtra l'odeur de son papa,
ça va l'apaiser aussi, mais ça va plutôt lui donner le goût de l'exploration et du jeu. Donc il y a beaucoup de papas qui se font gronder par les mamans en disant qu'ils excitent les bébés. En fait, c'est assez injuste parce que c'est leur odeur donne l'appétence à l'exploration et au jeu d'un point de vue hormonal. Voilà, c'était en passant. Donc il y a bel et bien un phénomène d'empreinte chez l'humain et donc que si on ne s'occupe pas d'un enfant, que qui que ce soit ne s'occupe pas de lui, il meurt. Les travaux de Harry Harlow, qui a beaucoup travaillé sur des singes rhésus, qui sont des petits singes, et donc il a voulu observer ce qui se jouait lorsqu'on privait un singe de sa maman, lorsqu'on lui faisait peur, lorsqu'on lui donnait un doudou auquel il s'attachait, donc c'est une sorte de mère de substitution, et qu'est-ce qui se passait donc quand on lui faisait peur et qu'il était en présence du doudou, ou on lui donnait un robot qui lui donnait à manger, enfin une sorte de poupée grillagée avec un biberon, et on voyait s'il préférait le doudou ou la poupée grillagée qui donnait le biberon. Et aussi, qu'est-ce qui se passe quand on lui met des jouets dans sa cage en présence ou en l'absence de cet objet traditionnel, donc cette mère en doudou, qui sent donc l'odeur du singe. Donc on est dans la cage du singe et on lui met des jouets dans sa cage. Qu'est-ce qu'il fait ? Il monte sur la petite poupée, donc qui représente une sorte de mère transitionnelle, enfin une mère symbolique si je puis dire, ou un objet transitionnel. Donc c'est un doudou. Il grimpe sur la poupée quand on met des nouveaux objets dans sa cage. Et vous voyez qu'on distingue presque le regard. Il regarde avec ses deux yeux bien ronds, comme des billes. Il regarde les jouets qui ont été mis dans sa cage, mais il se blottit d'abord contre ce doudou. Il descend du doudou et se dirige vers les jouets pour aller explorer. On refait la même expérience, où on met aussi des jouets dans sa cage, mais on retire son doudou. Le petit singe se met en boule, donc il ne va pas explorer, il ne va pas jouer, il est là, replié sur lui-même, en position fœtale, et donc il ne va pas du tout jouer. Et donc ça, c'est ce que Harlow a appelé l'expérience du champ ouvert, c'est-à-dire qu'en présence de cette mère qui ne fait rien de particulier, si ce n'est qu'être présente, ou qui n'est même pas vraiment une vraie mère, qui est juste quelque chose qui le rassure, quand c'est présent, il va explorer, quand c'est pas présent, il n'explore pas, il se replie sur lui, et il est là, tout triste, tout penaud. Donc ça a été le besoin d'une base de sécurité. Des études plus récentes, quoique ça date quand même des années 80, c'est ce qu'on a pu découvrir dans les orphelinats sous Ceausescu, où on voit des enfants qui étaient livrés à eux-mêmes avec, on les nourrissait, je crois, 1 ou 2 gamelles par jour, et ils étaient livrés à eux-mêmes le reste du temps. Et donc on voit qu'est-ce qui se passe dans le comportement des enfants et également dans leur cerveau. Pour trouver une vidéo similaire à celle passée lors de la formation, vous pouvez faire une recherche avec les mots-clés hospitalisme, santé au quotidien. Juste un point d'attention, le pseudo-autisme, ça n'a rien à voir avec le trouble du spectre autistique qui est du registre du handicap, donc il n'inclut aucune espèce de responsabilité, encore moins de culpabilité, donc de la part du parent ou de l'environnement, contrairement au pseudo-autisme où on a pu objectiver des carences affectives dans la prise en charge de l'enfant. Donc il y a eu une grande confusion, surtout en France, dans la prise en charge des enfants qui souffraient d'un trouble du spectre autistique, où on a culpabilisé les parents pendant des générations. C'était une aberration, donc c'était du registre du handicap. Et qu'effectivement, quand on est dans le trouble du spectre autistique, les prises en charge ne sont pas du même ordre, et même si on s'occupe bien, on n'aura pas le développement du cerveau tel qu'on peut le voir dans le pseudo-autisme, qui présente des caractéristiques similaires à un tableau du trouble du spectre autistique, mais qui n'en est pas un. Il y a une recrudescence de cela actuellement, ça pourrait faire l'objet d'un autre échange probablement pour vous, avec l'omniprésence des écrans. Là, on est bien parti d'ailleurs avec ce coronavirus pour avoir encore une augmentation. On voit que
les pseudo-autismes sont en grande augmentation dans nos sociétés occidentales dites développées, parce que les petits-enfants sont trop devant des écrans et n'interagissent pas suffisamment avec leurs parents. Donc on a finalement les mêmes effets que ce qu'on pourrait retrouver dans la Roumanie de Ceausescu, dans des familles avec de nombreux écrans coûteux, mais qui en fait sont des entraves à la relation, quoi. Donc, on est à peu près certain à ce moment-là, enfin, si tant est qu'il fallait encore insister, sur le fait qu'un enfant a donc, dès la naissance, une capacité à reconnaître des personnes significatives de son environnement, et que s'il n'y a personne, il va très mal et développe toute une série de troubles. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait que même quand il y a les parents, ça se passe plus ou moins bien, que parfois ça se passe très bien et parfois un peu moins bien? C'était la question que s'est posée dans les années 60 un psychologue du nom de John Bowlby, B-O-W-L-B-Y, qui a reçu un fonds de l'OMS pour étudier les interactions dans la toute petite enfance. Qu'est-ce qui joue? Qu'est-ce qui fait qu'on peut parler d'un lien de plus ou moins bonne qualité? Et ce John Bowlby donc, va identifier assez rapidement que le lien peut être fondamentalement de deux types, c'est-à-dire un lien qui va plutôt amener de la sécurité, de la sérénité, ce qui en anglais se dit secure, et un lien qui va plutôt amener de l'angoisse, de l'anxiété, de l'insécurité, ce qui en anglais se dit insecure, et donc qu'on a traduit en français maladroitement par insécure. Et donc là, il catégorise les enfants selon le fait que les parents soient plus ou moins disponibles, sereins, adéquats, en capacité de répondre de manière adéquate, dans un délai raisonnable, aux besoins de l'enfant. Et que progressivement, l'enfant va développer ce qu'on a appelé un modèle interne opérant, c'est-à-dire qu'il va anticiper que son environnement va être en capacité de répondre dans un délai raisonnable à ces tensions internes. Donc, puisque au début ce sont des éprouvés, c'est-à-dire une tension interne, c'est la faim, le froid, la peur, la douleur. Donc, généralement, il l'exprime par des cris. Et donc, c'est la capacité du parent à discerner de quel besoin, de quelle tension interne il s'agit, et surtout à le nommer. Dire voilà, maman arrive avec le biberon, oh, tu as peur, j'arrive, je vais te prendre dans les bras. Et donc, c'est la capacité à aussi nommer ce que le parent fait qui va introduire l'enfant à la communication et à pouvoir exprimer ses besoins, ses ressentis progressivement. Donc là, on a fondamentalement deux catégories, c'est-à-dire des parents qui sont plus ou moins en capacité, pour des raisons contextuelles ou des raisons individuelles, de répondre aux besoins de l'enfant, d'abord de les identifier, de les interpréter et d'y répondre, ou qui est plus en difficulté pour le faire. Et l'enfant va développer donc un lien à ce parent qu'on va qualifier d'attachement à ce parent de type sécure, donc c'est-à-dire serein, ou de type insécure, c'est-à-dire anxieux. Il a d'ailleurs développé un petit exercice pour distinguer les types d'attachement des enfants, qui a été développé par une autre psychologue, Mary Ainsworth, qui s'appelle la strange situation, qui est la situation de mise en présence d'un non-familier, donc d'un étranger, pas dans le sens de l'origine géographique, mais dans le sens non-familier. Et on va voir qu'en présence d'un non-familier, donc la petite expérience est assez courte et facile à faire. Donc on a un parent avec son enfant qui joue avec des jouets dans une pièce comme si c'était une salle d'attente. C'est être introduit un non-familier, donc quelqu'un que l'enfant ne connaît pas. On voit comment l'enfant réagit. La maman part laissant l'enfant avec le non-familier, revient. Et donc on voit comment l'enfant réagit quand elle revient. Ensuite, elle part avec le non-familier en disant à l'enfant « je pars avec la dame quelques instants, je reviens ». Puis revient le non-familier, revient la maman, et puis ensuite la maman prend l'enfant dans les bras pour qu'il ne soit pas trop inquiété par cette petite expérience. Et à chaque étape, on peut identifier comment l'enfant se comporte avec le non-familier, comment l'enfant, est-ce qu'il continue à jouer ou pas, est-ce qu'il arrive à s'apaiser quand le parent revient et qu'il le prend dans les bras ou pas. Et donc on va pouvoir distinguer différents types d'enfants. Les enfants sécures sont en capacité d'interagir avec des non-familiers de manière adéquate, c'est-à-dire qu'ils ne sautent pas dans les bras tout de suite, il faut un peu les apprivoiser, mais progressivement ça se passe. Ils arrivent à jouer même en l'absence tout seuls, ils arrivent à jouer tout seuls, ce qui est souvent une bonne manière de développer l'imaginaire, donc le jeu évidemment.
Ensuite, quand le parent revient, il est content de le voir, mais il peut continuer à jouer. L'enfant insécure, plus typiquement, lorsque l'enfant part, il y a deux types d'enfants insécures, qualifiés en tout cas par Bowlby et Ainsworth. Il y a l'enfant insécure évitant. Le parent part, il ne manifeste pas de détresse particulière, il est plutôt dans le repli. Il joue, mais un jeu assez pauvre, avec peu d'élaboration. Quand le non-familier veut interagir avec lui, il est plutôt dans le retrait. Et quand la maman revient, ça n'a pas l'air de lui faire particulièrement plaisir ni de l'inquiéter. Donc en gros, il est plutôt replié sur lui-même. Et les autres types d'enfants insécures, donc anxieux, ce sont les enfants qui, lorsque le parent part, ils hurlent et le non-familier n'arrive pas à les apaiser, n'arrive pas à les calmer, ni à attirer leur attention sur le jeu. Donc on a à ce moment-là quelque chose déjà d'un peu plus constitué, c'est les enfants sécures ont quelque part l'idée que tôt ou tard maman va revenir et que les gens qui ne sont pas familiers ne sont pas forcément inquiétants, on peut leur faire confiance, alors que les insécures, alors au début c'est juste une construction, mais ça a été progressivement prouvé aussi du point de vue neuro-endocrinien et du point de vue biologique, si je puis dire. Donc on a vu que ces enfants anxieux, c'est comme s'ils ne font pas suffisamment confiance ni aux parents qui va revenir, ni à l'inconnu qui va aider, donc ils se replient sur eux, ou bien ils sont plutôt dans l'agitation, dans l'inquiétude, est-ce que maman va revenir, est-ce que le non-familier va être gentil, donc ils sont plutôt dans l'inquiétude, ambivalent résistant. On a pu tester ça plus proche de nous par le dosage du cortisol, qui est l'hormone du stress. C'est-à-dire que quand vous êtes stressé, vous synthétisez du cortisol. On peut le tester avec quelques minutes de retard dans la salive. Donc ce sont des tests assez faciles à faire. On met l'enfant dans cette circonstance-là et on a pu objectiver que l'enfant qui se replie sur lui est en fait très stressé, mais que de l'extérieur, ça ne se voit pas. Donc de l'extérieur, il a l'air plutôt en repli. On pourrait dire que quelque part, ça ne le marque pas particulièrement que maman soit là ou pas. Eh bien oui, parce que de l'extérieur, il a l'air de rien, mais à l'intérieur, il est stressé. Et au moins autant que celui qui pleure. Donc si je vous dis ça, c'est parce que ces catégories ont apparemment, et surtout ce qui va se développer, c'est-à-dire le modèle interne opérant, sont des attentes relationnelles qui, au fur et à mesure de la vie, vont nous influencer et vont faire que, sans en avoir complètement conscience, on va plutôt avoir tendance à se tourner vers notre environnement et à faire confiance, ou plutôt à se replier, ou à plutôt être dans la détresse. Les catégories, c'est quoi ? C'est 60% d'enfants sécures, 40% d'enfants insécures, et parmi les insécures, donc on serait à 18% insécures évitants, 18% insécures ambivalents résistants. Si vous calculez vite et bien, vous aurez remarqué qu'il manque un petit pourcentage, c'est 5%. Ce sont des enfants qu'on n'arrivait pas à catégoriser parce qu'un coup ils étaient calmes, un coup ils s'agitaient, un coup ils se repliaient, et on les a appelés donc les enfants désorganisés, désorientés, et on a pu objectiver que c'est des enfants qui sont confrontés à un environnement qui est instable, qui est imprévisible, où le parent, à un moment donné, est disponible, à un autre moment, hurle, est absent. Donc, c'est des parents qui sont en souffrance psychique ou consommateurs de substances psychoactives, qui, un coup, vont prendre l'enfant dans les bras quand il pleure, ils recommencent à pleurer, ils entrent dans la pièce, ils sont hors d'eux, ils secouent l'enfant, ils le frappent. Et l'enfant ne peut pas du tout anticiper quelle va être la réaction du parent. Et donc, ce qui prime, c'est l'inquiétude, l'angoisse, la désorganisation et la désorientation. Donc ce sont effectivement, comme vous l'aurez deviné, ces catégories-là, donc 5% d'enfants, sont ceux qu'on va le plus retrouver dans tous les protocoles d'aide et de protection de l'enfance, que sont évidemment ceux qui vont se retrouver le plus, non seulement dans les protocoles d'aide, mais aussi dans la délinquance et la criminalité, et évidemment parmi les premiers consommateurs de substances psychoactives. Ce sont des enfants qui, assez rapidement aussi, puisqu'ils sont inquiétés par leur environnement, vont tenter de le contrôler de toutes les manières possibles. Donc ça, c'est les enfants désorientés, désorganisés, contrairement au reste, qui est qualifié à ce moment-là en métacatégorie de catégorie organisée, sécure ou insécure, mais organisée, c'est-à-dire le parent est prévisible dans sa disponibilité ou sa difficulté à identifier. Et donc ce que je trouve assez rassurant pour le parent que je suis et celui que vous êtes peut-être, en partie, d'entre vous, c'est qu'il vaut mieux être un petit peu défaillant, mais de manière prévisible, plutôt qu'être très bon et tout à fait catastrophique à un autre moment. Donc quelque part, si
on n'est pas hyper disponible, mais que l'enfant peut l'intégrer, quelque part, il peut faire anticiper et se construire un modus operandi relationnel structurant malgré tout, où ce n'est pas l'imprévisibilité qui prime, ce qui est évidemment beaucoup plus inquiétant et beaucoup plus déstructurant. Le cortisol, assez rapidement, en dose massive, surtout chez les désorientés, désorganisés, va attaquer l'hippocampe cérébral, qui, pour faire court, est le siège de la temporalité, c'est-à-dire de la capacité à se représenter dans le temps. Donc on va avoir des personnes impulsives, des personnes impatientes, des personnes désorganisées dans le temps, qui ont difficulté à avoir une chronologie et à s'articuler dans le temps et à avoir un protocole de tâches et pouvoir se dire qu'est-ce que je vais faire demain et la semaine prochaine et qu'est-ce que j'ai comme projet pour moi. Donc ça, si le cortisol est présent à forte dose dans la petite enfance, soit parce qu'ils sont témoins de violences conjugales ou d'inquiétudes par rapport à l'attitude de parents, eh bien, donc, leur capacité à se représenter dans le temps est atteinte. Et l'amygdale cérébrale, qui est le siège de la régulation des émotions, est aussi attaquée. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont tout de suite débordées par une émotion, qu'elle soit positive ou négative. C'est les montagnes russes émotionnelles. Et donc ça, c'est quelque chose de significatif parce qu'une bonne partie des motivations pour l'usage de substances psychoactives, c'est effectivement d'apaiser ce débordement émotionnel, ces vertus calmantes. Entre autres, la morphine, l'héroïne, etc., ont entre autres effets de calmer, d'apaiser, de mettre à distance, d'avoir l'impression d'une irréalité. Et donc, pour ce qui est d'usage de substances psychoactives, évidemment, l'alcool aussi a cet effet calmant. Et c'est bien ça le problème. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça fondamentalement, parce que ce qui se joue dans un petit enfant, on pourrait dire, mais là vous parlez d'enfants, et nous on voudrait savoir qu'est-ce qui se passe pour les jeunes et les adultes. Eh bien, de manière, si ce n'est pas du déterminisme, mais quand même relativement prédictible, ce qui se joue dans l'enfance a tendance à se répéter ultérieurement comme type relationnel. Donc on va avoir des enfants qu'on qualifie de sécures à l'âge adulte, pourrait correspondre sans accident de la vie et sans carence particulière à des adultes qu'on va qualifier d'adultes autonomes. Autonome, ça ne veut pas dire indépendant. C'est souvent une grande erreur qu'on pense que être indépendant, l'autonomie et l'indépendance seraient la même chose. C'est que quelque part, quelqu'un d'autonome, c'est quelqu'un qui aurait besoin de personne. Eh bien, l'autonomie, c'est pas l'indépendance. L'autonomie, c'est l'interdépendance. Donc, c'est la capacité à choisir soi-même ses dépendances. Alors, on ne peut pas choisir des dépendances avec des substances psychoactives, mais plutôt choisir, voilà, sur qui je peux compter, mon ami, mon curé, mon voisin, mon frère, ma mère, ma sœur, mon conjoint, sur qui je peux m'appuyer, en qui j'ai confiance. Et que quand je suis en détresse, eh bien, je peux chercher de l'aide dans mon environnement et j'ai confiance que quelqu'un va m'aider. Donc c'est l'adulte autonome, qui est capable aussi de parler de ses émotions, de ce qu'il vit. Autre catégorie, donc on est plutôt du côté insécure, puisque là j'ai parlé des sécures. Les insécures évitant à l'âge adulte correspondent à un type d'attachement détaché, donc c'est des personnes plutôt repliées sur elles-mêmes, des gros bosseurs, qui ont tendance à beaucoup intellectualiser, qui ont tendance à avoir peu d'amis, à plutôt se sentir bien seuls avec leurs livres. Donc, les Américains ont même développé des protocoles pour les sélectionner, pour en faire des chercheurs. Ça fait des magnifiques chercheurs pour les universités, c'est très très bien. C'est des gens qui bossent très bien tout seuls et au moins on vient les distraire, au plus ils sont contents. Donc, mais ça donne plutôt des gens qui sont en retrait. Alors, ce n'est pas des gens en détresse, mais c'est plutôt des gens en retrait. Et on a par ailleurs donc les ambivalents résistants qui sont catégorisés attachement préoccupé. Donc ces personnes, rien les agite, rien les perturbe, rien les met dans une grande détresse émotionnelle. Et on a enfin la dernière catégorie, désorientés, désorganisés, qui à l'âge adulte, si rien n'a été fait pour leur venir en aide et s'il n'y a pas eu de tuteur de résilience, comme parmi les termes à la mode actuellement, eh bien, ils vont rester des adultes désorganisés, désorientés. Donc là aussi, le type d'attachement est un facteur de résilience. C'est un terme qui est assez à la mode. La résilience, pour rappel, c'est non pas la capacité à résister au choc et à être exactement comme avant le choc ou le trauma, mais plutôt la capacité à continuer à vivre malgré tout.
Donc une belle métaphore de ce que serait la résilience, c'est en termes agronomiques, une terre résiliente, c'est qu'après un incendie, il y a une autre végétation qui pousse. Que pas forcément la même végétation que celle qu'il y avait avant l'incendie, mais qui est une végétation quand même. Donc l'idée, c'est ça. La résilience, c'est pas capacité à résister au choc comme si rien s'était passé, c'est capacité à continuer à vivre et à être heureux malgré tout, malgré ce qui s'est joué. Donc ça n'efface pas le trauma, mais la vie continue. Et ça, un des facteurs de résilience, c'est un attachement sécure, un type d'attachement sécure, autonome pour les adultes, une capacité à nommer son émotion, une capacité à parler de soi, à exprimer ce qu'on vit, et aussi, évidemment, je pourrais dire, quelqu'un à qui le dire, quelqu'un près de moi, un réseau relationnel. Donc ça, c'est qu'est-ce qui est autour de moi, qui est proche de moi. Et quand on est isolé, à tous les âges de la vie, qu'on soit tout petit ou qu'on soit entre les deux ou très âgé, après 3 semaines d'isolement relationnel, on cesse de synthétiser de l'ocytocine, qui n'est pas, qui est une hormone qu'on synthétise entre autres dans les relations sexuelles, mais pas que. C'est-à-dire que quand on nous dit des choses gentilles, quand on est pris dans les bras, quand on fait un câlin à quelqu'un qu'on aime, on synthétise de l'ocytocine, qui est l'hormone du plaisir de vivre. Après 3 semaines d'isolement relationnel, on cesse d'en synthétiser et on synthétise de la cholécystokinine, qui est l'hormone de l'amertume. L'hormone de l'amertume, donc c'est ce qu'on qualifie, c'est un effet sur la vésicule biliaire, se qualifie de personnes bileuses qui sont querelleuses, aigries, amères. Et donc, on voyait un âgé, un aîné qui est isolé trop longtemps et qui est un peu difficile pour les curés ou les prêtres de paroisse parmi vous, quand vous allez voir des âgés ou des aînés qui sont un peu isolés et qu'au début ils sont un peu casse-pieds, il ne faut pas se dire c'est normal qu'ils soient isolés, c'est parce qu'ils sont casse-pieds. Non, c'est parce qu'ils sont isolés qu'ils sont devenus casse-pieds. Mais que si on les voit, si on leur parle, si on prend soin d'eux, progressivement, ils deviennent plus agréables et ils retrouvent le goût de la vie, le plaisir de vivre. En isolant les aînés, les âgés, déficients et déments, en fait, on augmente leur détresse et on diminue leur capacité à prendre goût à la vie. Et donc, effectivement, à ce moment-là, on peut même aller jusqu'à dire, comme ils ne prennent plus le plaisir à vivre, peut-être que ce serait une délivrance pour eux qu'ils ne vivent plus. Replongeons-nous dans ce que vous avez déjà mis en œuvre. Donc vous avez par petits groupes réfléchi à ce que pouvait être cette petite bête noire qui grandit dans la première partie du court-métrage. On a éventuellement des éléments de réponse qui peuvent se donner ici, alors en sachant qu'il n'y a pas une réponse, mais donc ça pourrait être l'isolement, ça pourrait être l'insécurité, ça pourrait être une dépendance, ça pourrait être la dépression. Cette petite bête noire est symbolique. En termes théologique, peut-être, ça pourrait être un manque d'amour ou une coupure primordiale avec Dieu ou avec soi. Et donc je vous invite à vraiment envisager cette petite bête sous tous ses aspects. Et donc ici, Jérôme a posé des bases. On n'a pas encore parlé de dépendance proprement dit, peut-être quand même tout doucement de la dépendance affective ou un manque. Ici, notre personnage est vraiment en train de tomber. Et dans la suite du court-métrage, on va vraiment arriver dans cette bascule où il va devenir dépendant à tout un tas d'autres choses. Et donc l'exercice que je vous demande de faire ici, en regardant le court-métrage, c'est de noter un maximum de dépendances différentes dans lesquelles notre personnage va tomber. Lors de la formation, nous avions demandé à tous les participants de nous dire les dépendances qu'ils avaient trouvées. Nous les avons réparties en 4 colonnes. Et puis, l'idée était de trouver le titre de ces différentes colonnes. Pour vous, nous allons faire la démarche inverse. Nous allons vous donner le titre des 4 colonnes et à vous de faire l'exercice de les placer correctement dans chacune de ces colonnes. La dépendance avec substance, principalement 3 effets: calmer, perturber ou exciter. Pour ce qui est de calmer, donc l'apaisement qui est recherché par rapport à une tension interne, ça peut être effectivement l'alcool, ça peut être l'héroïne ou la morphine, qui sont des opiacés, ça peut être les barbituriques ou les benzodiazépines. Bon, ça, c'est parmi les toxiques principaux qui sont dedans, c'est ceux qui apaisent, qui calment. Pour ce qui est des perturbateurs,
Donc c'est plutôt en lien avec les hallucinogènes, quoi. Donc on aura cannabis, LSD, ecstasy et aussi alcool. Les excitants, donc c'est les amphétamines, cocaïne, caféine, nicotine et alcool. Remarquez, l'alcool se retrouve dans les trois. Donc ça, c'est les dépendances avec substance. Les dépendances sans substance. Là-dedans, vous l'avez nommé, le jeu pathologique, les achats compulsifs, les troubles des conduites alimentaires, les addictions au sexe ou aux sexualités compulsives, l'addiction au sport, au travail, les addictions à Internet, effectivement, la cyberdépendance ou addiction à Internet, aux écrans. Donc c'est les dépendances sans substance. Troisième colonne, dépendance affective. Donc on est dans une forme d'absolutisation de l'autre, de penser que le salut viendrait de l'autre, qui soit ami, amant, amour, généralement dans des relations de type plutôt régressive, donc c'est-à-dire quelque chose de fusionnel, le plus archaïque. C'est une quête de trouver le conjoint ou le partenaire idéal qui va guérir tous mes manques, toutes mes blessures, répondre à tous mes besoins, ce qui est effectivement une absolutisation du partenaire et qui ne peut pas faire autrement que mener à la déception. Et la déception avec le sentiment corollaire qui est l'impression d'avoir été trahi, trompé. Ça, je travaille beaucoup avec la protection de l'enfance et on voit beaucoup de couples qui se constituent avec des dénis, des blessures liées à l'enfance, des personnes qui cherchent dans l'aventure conjugale la réparation et l'idéalisation du conjoint, et que quand ça ne se passe pas comme ils auraient voulu que ça se passe, parce que ça ne se passe jamais comme on a prévu que ça se passe, mais pour eux, ce n'est pas si clair que ça. Donc c'est évidemment le sentiment d'avoir été trahi, trompé. Donc il y a l'instrumentalisation du conjoint. Puisque tu ne m'as pas donné ce que tu m'avais promis ou ce que je pensais que tu allais me donner, donc maintenant je vais l'avoir d'autorité. Et éventuellement, double instrumentalisation de l'enfant quand il y en a, c'est-à-dire l'enfant pour moi et contre l'autre. Okay. Donc ça, c'est dépendance affective, oui. Et donc évidemment qui touche plus particulièrement les personnes insécures, plus particulièrement soit les désorientés, désorganisés, soit les ambivalents résistants. C'est clair que pour ce qui est de la dépendance affective, les évitants ou détachés sont moins à risque, puisque par définition, ils s'engagent moins. Quatrième colonne. Alors, c'est trouble du contrôle des impulsions. Et ça, c'est quelque chose de spécifique. Donc, c'est des actes répétés, incontrôlables, irrépressibles, sans motivation rationnelle, dommageables pour soi et pour autrui. Donc, le sujet s'en prend généralement à des objets ou à des personnes, précédé typiquement par une période de tension croissante et d'excitation, un sentiment de soulagement et de gratification au moment où l'acte est commis, parfois de la honte, de la culpabilité et des remords dans un second temps. Donc là, c'est typiquement la personne qui est en tension avant de le faire, qui est apaisée juste au moment où elle l'a fait, et puis ensuite se désintéresse complètement de la chose qui s'est procurée de manière dévoyée. Et voire même qui en ressent culpabilité et honte. Donc là, on est dans ce qui est, par exemple, le jeu pathologique, mais où c'est vraiment le besoin de jouer, c'est pas tellement le jeu, c'est dès qu'ils ont misé que par peu importe le résultat. La kleptomanie, on avait la trichotillomanie, l'onychophagie, la pédophilie, les troubles alimentaires, plus particulièrement l'anorexie, boulimie vomitive, quoi. Donc il y a en donné un besoin de se remplir et un besoin irrépressible de se vider, donc se faire vomir. Et après, il y a évidemment un sentiment de honte, de dévalorisation. Évidemment que le but recherché n'est pas le vomissement, mais bien le côté irrépressible de tout à coup se remplir et puis se vider. Donc les troubles explosifs intermittents isolés, c'est aussi des personnes qui sont tout à coup qui explosent. Et ça peut arriver à une violence telle que ça peut arriver à des passages à l'acte violents, quoi. Tout à coup, ils rentrent dans une colère complètement folle. Pour un rien. Et évidemment, c'est terrifiant pour des enfants. C'est ce que les Anglais appellent le anger management. Donc c'est la difficulté à faire face à une tension interne qui monte et tout à coup, ils se mettent dans une colère folle. Et après, ils se demandent ce qu'ils ont fait, ils demandent pardon, ils disent que ça n'arrivera plus.
Alors pour intégrer tout ça, je vous propose un deuxième court-métrage. Il y avait une question d'Alexandre que je vais reprendre. Est-il plus facile de discerner ses dépendances pour soi ou pour celles des autres? Et donc justement, on va faire un petit effort d'abstraction et je vais vous présenter Kiwi qui était sur la fiche de notre formation. Donc Kiwi qui, a priori, va bien et qui tombe sur une pépite. Une pépite qui va faire son bonheur, au moins au début. À nouveau, je vous invite à aller chercher la vidéo sur Internet en tapant Nugget Addiction et puis en faisant l'exercice de visualiser pour vous ce que pourrait être cette pépite. Si toutes nos sources de dépendance étaient mauvaises ou semblaient être mauvaises, personne ne serait dépendant. Et donc c'est qu'on tire quand même une certaine satisfaction à toutes nos dépendances. Et ça, c'est un point de départ à prendre. Ne pas juger trop vite les réseaux sociaux pour les plus jeunes, la cigarette pour des personnes qui avaient été éduquées comme ça. Et donc se dire, ne pas juger trop vite l'acte de dépendance. Par contre, ce qui est intéressant pour nous et ce que montre le court-métrage, c'est quand cette dépendance conduit à la désespérance. Et c'est vraiment là qu'on a une parole, sans doute en tant que chrétien, c'est la question de trouver des chemins d'espérance. Je pense être plus ou moins dépendant au café, en tout cas au bon café, celui que j'ai moulu moi-même, que j'ai mis dans ma cafetière italienne. Cette dépendance-là m'apporte beaucoup de joie, m'apporte de l'apaisement, et donc je ne suis pas tout à fait prêt à m'en débarrasser, et il n'y a sans doute pas besoin. Donc vraiment, la suite, dans le cœur de cette formation, c'est de se dire comment trouver des chemins d'espérance. Alors, il y a parfois des réponses médicales et puis il y a parfois des réponses qui se font accompagnantes. Et donc, en pastoral des jeunes, l'accompagnement sur ces chemins de dépendance. Et surtout, nous ne sommes quand même pas thérapeutes et donc c'est vraiment les accompagner sur ce chemin de réespérance. Qu'est-ce qu'on sait de ces dépendances et de la manière d'y faire face? Peut-être différents points. Première chose, c'est des expériences du professeur Bruce Alexander à l'Université de Vancouver, qui a fait une expérience que vous pourriez faire chez vous, même en temps de confinement. C'est relativement simple à faire. Donc c'est de mettre, l'expérience qui avait déjà été faite, c'est de mettre un rat dans une cage avec deux biberons, enfin deux bouteilles, vous voyez des trucs comme dans les cages de lapins. Vous en avez une avec de l'eau et vous en mettez une autre avec une substance addictive. Alors, si vous avez de la morphine parce que vous êtes infirmière, tant mieux. Autrement, vous trouvez d'autres trucs. Mais globalement, une substance qui provoque une addiction, donc une substance qui a un effet psychoactif et qui provoque une addiction. Si vous lui donnez de l'héroïne, dans 100% des cas, le rat va assez rapidement préférer le biberon avec de l'héroïne au biberon d'eau et va en consommer de manière compulsive jusqu'à mourir d'une overdose, de 100% des cas. Ça, c'est une expérience qui a été faite, que vous pouvez répéter chez vous si vous vous ennuyez, mais c'est assez facile à faire. Il faut juste avoir de l'héroïne à proximité ou un truc un peu addictif qui peut provoquer. Mais ça marche avec, si vous avez vraiment le café du copain, si vous arrivez à l'avoir, mais alors dans un degré de raffinement particulier, c'est pas impossible que vous arriviez à le faire mourir de tachycardie ou d'un truc comme ça. Donc ça a été répété des quantités de fois, cette expérience assez connue, que vous pouvez faire avec d'autres bestioles qu'avec des rats, mais les rats, c'est quand même, ils ont la faveur des laborantins. Et donc, professeur Bruce Alexander, il a fait une autre expérience qu'il a appelée le Rat Park, donc c'est-à-dire en gros le paradis pour les rats. Donc c'est un parc d'une cage plus grande, avec à ce moment-là des jeux aussi. Donc il y a des petites sortes de petits tourniquets, c'est ça, des trucs où ils peuvent courir dedans. Ils sont à plusieurs rats. Ils ont du fromage et d'autres choses à manger. Ils ont des petites billes et boules multicolores, toute une série de tunnels, etc. Et ils sont effectivement plusieurs rats, ce qui fait qu'ils peuvent jouer ensemble, se poursuivre, se batailler ou peut-être aussi avoir des relations sexuelles. Et donc dans ce cas-là, dans ce Rat Park,
Il a aussi mis les deux mêmes biberons, donc l'un avec l'eau et l'autre avec la substance psychoactive et addictive, l'héroïne en l'occurrence, enfin la morphine en l'occurrence, qui est de l'héroïne mais de bien meilleure qualité que celle qu'on peut acheter dans la rue parce qu'elle est beaucoup plus pure, quoi. Et donc les rats, à ce moment-là, ont continué à boire de l'eau. Certains ont consommé de l'héroïne, mais enfin la morphine en l'occurrence, mais à petite dose, et aucun des rats n'est mort d'overdose. Donc ça, vous allez dire, c'est sur les rats, mais c'est quand même quelque chose d'assez interpellant, que même pour des espèces qui sont, on va dire, pas en grande capacité d'élaboration, néanmoins, on voit que si vous isolez un rat et que vous lui présentez de la drogue, il en meurt, mais que si vous mettez ce rat en présence d'autres et avec de multiples activités, de multiples possibilités, aucun rat ne va mourir d'overdose. Et on peut trouver d'autres illustrations de ça. Si on reste sur les substances addictives, peut-être que certains d'entre vous soit ont été opérés, soit ont des proches qui l'ont été. Et si ce sont des opérations, entre autres dans la plupart des hospitalisations pour des interventions chirurgicales significatives, vous avez probablement reçu de la morphine, qui est donc, pour rappel, le même... donc c'est un opiacé comme l'héroïne, mais beaucoup plus pur, parce que jamais l'héroïne que vous pourriez acheter dans la rue est souvent de mauvaise qualité, mélangée avec toute une autre série de saloperies. Est-ce qu'il y a l'un d'entre vous ou un de vos proches qui a été hospitalisé pour une intervention chirurgicale où il a été mis sous morphine? Oui, c'est arrivé à certains d'entre vous. Vous avez remarqué que ni vous, ni votre grand-mère ou votre grand-tante n'est sorti de l'hôpital en devenant junkie. Et pour cause. Et pourtant, c'est des substances qui sont plus pures et plus addictives que les polytoxicomanes peuvent acheter dans la rue. Parce que votre grand-mère, parce que vous-même, vous avez une vie. Parce que votre grand-mère et vous-même, vous avez des gens autour de vous. Parce que votre grand-mère et vous-même, vous avez des gens qui comptent pour vous. Et donc à ce moment-là, l'effet addictif, apparemment, ne transforme pas quelqu'un en toxicomane parce qu'il a une vie, parce qu'il a une espérance. On a une autre illustration de ça. Pendant la guerre du Vietnam, 20% des soldats américains consommaient de l'héroïne. 20%, c'est un soldat sur 5. Et il y a eu une inquiétude que quand ces gens reviendraient en Amérique du Nord, tout à coup, ils se mettraient tous, on aurait une quantité de toxicomanes à gérer, donc tous ces militaires qui seraient des toxicos dans la rue. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne veut pas dire qu'aucun d'entre eux, il y a quand même des traumatisés de guerre, et certaines personnes qui revenaient et qui étaient vraiment cassées par la guerre. Mais ils ne sont pas tous devenus toxicos. Parce que quand ils sont rentrés, ils ont retrouvé leur famille, ils ont retrouvé leurs proches, et ils ont retrouvé une vie. On a une autre illustration de ça encore, qui est, là, à ce moment-là, une expérience à l'échelle d'un pays. Donc, vous aurez probablement remarqué que la manière de traiter les addictions d'un point de vue sociétal consiste principalement à criminaliser et à incarcérer. C'est-à-dire qu'on a jusque-là, surprenamment, pensé que quelqu'un qui était dépendant d'une substance devait être criminalisé, devait être incarcéré, devait être stigmatisé, et que sûrement que si on le disqualifiait suffisamment, il prendrait distance par rapport à ses mauvaises habitudes ou à sa substance. Et c'était également le cas du Portugal. Jusqu'en l'an 2000, au Portugal, on avait 1% de la population qui était héroïnomane en l'an 2000. 1%, c'est-à-dire une personne sur 100 était héroïnomane. C'était le pays européen qui avait le plus gros problème d'addiction. Et il faisait ce que tous les autres pays ont fait et font, c'est-à-dire qu'ils criminalisaient, et au plus ils criminalisaient, au moins ils réglaient le problème. En l'an 2000, ils ont fait une réflexion au niveau national sur la prise en charge des substances psychoactives, plus particulièrement donc de la toxicomanie. Et ils ont décidé de décriminaliser la toxicomanie et d'investir l'argent qui était dépensé
pour la police ou les moyens de contrôle pour la réinsertion des toxicomanes. C'était les mêmes moyens qui ont été alloués. Et donc, plutôt que de dépenser de l'argent pour les poursuivre, les mettre en prison, etc., avoir en plus, qui plus est, quand vous avez un casier judiciaire, évidemment que pour retrouver, ou que vous avez été mis en tôle, pour retrouver du boulot après, c'est quand même un peu plus compliqué. Donc en gros, quand on les prenait, on savait qu'après la prison, généralement en prison, ils apprenaient encore plus de trucs, et ils devenaient encore plus criminels après la prison qu'avant. Donc, ils sortent, au lieu d'être mis en prison, on a travaillé à la réinsertion, on a travaillé à financer des emplois pour d'anciens toxicos qui voyaient leur salaire payé en moitié par l'État. Donc, c'est-à-dire, on essayait de trouver, on dit chez un garagier, ok, tu es bon en mécanique, ok, vous le prenez pendant un an, on paye la moitié du salaire. Ils ont fait ça 15 ans. En 2015, donc ils ont fait le point sur la situation. En 2015, donc 15 ans plus tard, entre 2000 et 2015, il y a eu une baisse de la toxicomanie de 50%. C'est jamais vu. 50% moins de polytoxicomanes au Portugal. Donc là, on a une expérience à l'échelle d'une nation. Ce qui veut dire, et ça pour moi c'est vraiment l'idée fondamentale, ce qui veut dire que l'opposé de l'addiction, c'est pas l'abstinence. L'opposé de l'addiction, c'est pas la sobriété. L'opposé de l'addiction, c'est la connexion. L'opposé de l'addiction, c'est le lien. C'est comment pouvons-nous faire lien? Comment pouvons-nous redonner un sentiment d'appartenance à des personnes qui se sentent isolées, qui sont en souffrance et qui ont besoin soit de se calmer parce qu'ils n'arrivent pas à faire face à leurs tensions internes, soit d'habiter un monde imaginaire parce que le monde dans lequel ils sont est intenable, est une sorte de machine à gaz, soit qu'ils se sentent tellement peu animés, investis dans leur propre vie, qu'ils ont besoin de paradis artificiels pour se sentir un peu excités. Et alors là, on peut prendre toutes les addictions, toutes celles qu'on a mises dans les 4 colonnes. Donc l'idée, c'est comment, plutôt que d'isoler, de séparer, de stigmatiser des gens en souffrance, nous faisons lien et sens avec eux. Et je pense, alors maintenant je n'ai pas lu les dernières statistiques sur l'effet de ce qu'on est en train de vivre. Je sais déjà, ça je l'ai lu en revanche, l'effet sur l'augmentation de la consommation de l'alcool. Quand on impose aux gens de rester chez eux, qui ne voient plus personne et qui sont à la maison tout seuls, on sait que les ventes d'alcool ont augmenté de manière impressionnante depuis le début de ces différentes crises en lien avec le coronavirus et l'isolement des gens. Donc, pour ce qui est apparemment des ventes de drogue, dans la mesure où les gens ne peuvent plus sortir de chez eux et qu'il y a un couvre-feu, semblerait que le fait que les policiers soient tout le temps de la rue pour voir si vous portez votre masque empêche un peu les dealers de faire leur travail. Et donc, il y a apparemment sur la criminalité un effet positif qui n'était pas tout à fait celui prévu. C'est que comme ils sont là dans la rue, ils empêchent les dealers de vendre leur cam. Et donc, il y a peut-être un peu moins de vente de drogue. Mais ce qui n'empêche que je serais très surpris que cette crise qui est en train de se jouer n'augmente pas la détresse, le sentiment de désappartenance, le sentiment d'isolement de nombre de personnes et qu'ils en voient encore leur dépendance augmenter. En tout cas, pour ce qui est des achats en ligne, c'est la folie. Ça, on le sait. Jeff Bezos, qui avait une pension alimentaire assez chère à payer à son ex-femme, maintenant, et je crois 3 fois plus riche qu'avant son divorce. Donc la pension alimentaire, il s'en moque bien. C'est l'homme le plus riche du monde. Elon Musk, il a été pendant quelques jours, mais Bezos a repris le haut du panier. Tout le monde achète des trucs dont on n'a pas besoin. On a les postes, tous les services postaux, on était obligés d'engager des gens à tire-larigot, parce qu'on a en termes de livraison de matériel, comme tous les commerces sont fermés, ou une bonne partie, dans une bonne partie des pays, donc la vente par correspondance a explosé. Donc les gens achètent des trucs dont ils n'ont pas besoin, picolent à la maison et se sentent seuls. Donc je crois que cette question de la dépendance avec ou sans substance est vraiment une question d'actualité. Et on a une réponse à donner comme chrétien. Ça a été bossé entre autres par quelqu'un qui n'est pas chrétien du tout, qui est Boris Cyrulnik, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Psychothérapie de Dieu.
et qui a objectivé les effets d'abord à l'aide d'IRM, etc., de qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un prie. Qu'est-ce qui se passe quand des croyants prient? Eh bien, il se passe deux choses essentiellement qui ont objectivé les effets de la prière. Première chose, c'est l'apaisement. Donc l'apaisement, c'est le calme, la sérénité que vous pouvez gagner quand vous priez. Donc il y a un effet... Alors maintenant, ça dépend de l'intensité de votre prière, mais c'est un effet comparable aux opiacés, aux barbituriques et aux hypnotiques, dont benzodiazépines. C'est-à-dire que ça coûte quand même nettement moins cher et puis c'est moins dangereux pour la santé. Et alors ça, c'est plus rare. Moi personnellement, peut-être que ma vie spirituelle manque un peu d'investissement, il faudrait que je me pose la question, mais l'extase mystique, moi j'en ai pas eu beaucoup, j'avoue, mais apparemment, ça a été objectivé que l'extase mystique, les circuits neuroendocriniens qui sont en mouvement sont comparables à l'effet de l'ecstasy, de l'alcool, du cannabis, voire même du LSD. Mais ça, c'est plutôt au niveau extase mystique de 5. Quoi. Donc ça, moi, je n'en suis pas tout à fait là, loin de là. Et qui s'est aussi objectivé par ce chercheur, c'est que nous pouvons avoir, pour ce qui est des croyants, un attachement à Dieu du type à ce que Dieu soit pour nous un tuteur de résilience. C'est-à-dire que pour les croyants, le fait, le type d'attachement à Dieu peut être un lien sécure où on pense que Dieu nous veut du bien, ou un lien insécure qui peut être influencé aussi par nos relations humaines, ou la représentation de Dieu dans nos propres familles d'origine, avec un Dieu qui punit, avec un Dieu qui est méchant et qui, si on ne fait pas ce qu'il faut, ça va mal tourner pour nous. Ou un Dieu qui nous veut du bien, un Dieu qui nous aime. Et ça, donc, c'est un attachement sécure à Dieu, et qui à ce moment-là peut devenir tuteur de résilience, plutôt qu'un attachement insécure à Dieu, où on serait dans une inquiétude que Dieu nous punirait, que Dieu nous persécuterait, ou que quelque part on aurait à faire des trucs en douce pour qu'il ne nous voit pas. Donc ça, c'est non seulement la prière est une réponse, enfin c'est pas pour rien que... Aussi la dimension je veux dire, religion, l'étymologie c'est relier, la dimension de se sentir frère, unis dans ce qu'on vit, la dimension de fraternité est évidemment une réponse aux différentes dépendances et aux différentes addictions, mais aussi la prière en tant que telle dans l'extase et l'apaisement. On va vous proposer une petite animation à faire de manière individuelle. Petit retour personnel pour voir si nous avons chacun des addictions. Il y a 17 propositions variées, diverses et variées. Je vous propose de les classer par ordre d'importance dans votre vie, tout simplement. À ce moment-ci de la vidéo, vous êtes invité à mettre pause pour réaliser vous-même l'exercice. Un ou l'autre d'entre vous qui veut nous partager son ressenti sur cet exercice ? Oui, mais moi j'aurais envie de dire que en fait je ne sais pas choisir du 1 au 17. Voilà. Il y a des choses qui se mettent vraiment l'un à côté de l'autre parce que ça fait partie dans tout. Alors c'est vrai qu'il y a des choses qui à un moment donné semblent équivalentes, mais forcer un peu le trait parfois en se disant oui celui-là passe au-dessus ou en dessous, ça vient nous chercher parfois un peu loin, quoi. Hein. Et la difficulté quand on fait cet exercice, c'est de savoir si c'est ce qu'on a au fond de nous ou si c'est ce qu'on met en place aujourd'hui dans nos priorités, tu vois. Eh bien, si je peux te proposer une piste pour répondre à ce désir-là, moi c'est un exercice que j'ai fait en couple lors de ma préparation au mariage. Et donc que vous soyez, pour ceux qui sont en communauté, faites-le en communauté. Mais c'est un exercice où on peut demander aux autres de « Tiens, quand tu me vois, pour toi, quelle est ma liste de priorités ?» Donc c'est quelque chose que moi j'avais fait avec mon épouse. Donc elle avait fait sa liste à elle, j'ai fait ma liste à moi. Et puis elle a fait ce qu'elle pensait être ma liste et j'ai fait ce que je pensais être sa liste. Et ce qui devient intéressant et décapant, c'est de comparer les endroits où peut-être on se ment un petit peu, ou peut-être l'autre ne nous voit pas tout à fait juste. Donc ce n'est pas que l'autre a la vérité sur nous. En tout cas, c'est intéressant de voir les décalages entre ma perception et la perception de l'autre sur cette liste-là. C'est peut-être une manière de passer la difficulté que tu évoques. Alors un élément de relecture que je peux vous donner pour cet exercice-là, c'est de considérer votre numéro 1 comme, alors je vais employer de nouveau un gros mot, comme une idole.
Et donc, c'est savoir si ce que vous mettez en premier dans votre vie vous conduit effectivement à la vie, ou est-ce que ça peut devenir donc un faux Dieu. Voilà. Ça, c'est un élément de discernement que je vous laisse à vous. Pour aller plus loin dans des dépendances personnelles, il y a encore 3-4 vidéos qui pourraient être disponibles à regarder. Alors, je vous ai mis 3 vidéos d'une série qui s'appelle DataGull, qui donne des chiffres sur le monde, donc des data, et qu'on reçoit un peu comme un coup de poing. Avec tout ce qu'on a vu de nouveau, il ne s'agit pas, si vous me permettez les images un peu faciles, il ne s'agit pas tant d'aller pointer la paille qu'il y a dans l'œil du voisin, mais se rendre compte qu'on a aussi, en tant que chrétiens, des chemins de dépendance, de désespérance, et que nous sommes aussi invités à refaire du lien, à faire communauté. Jérôme le disait très bien, c'est ce lien à l'autre, et de nouveau dans des choses un peu convenues, au tout autre, qui peuvent nous aider sur ce chemin. Avant de pouvoir réintérioriser tout ça et le confier, je vous propose un temps de questions-réponses. Est-ce que la religion est une bonne drogue, puisque Dieu est un tuteur de résilience? C'est si la religion était une forme de fuite par rapport à des réalités plus terrestres. Effectivement, quelqu'un qui passerait... Alors ça, c'est le psy qui parle. Quelqu'un qui passerait l'essentiel de son temps en prière à la paroisse et qui en négligerait son couple, sa famille et son travail, effectivement, il y a une question qui peut se poser. J'accompagne des personnes psychotiques ou schizophrènes qui, effectivement, étaient dans une forme de surinvestissement de leur dimension spirituelle et qui négligeaient beaucoup d'autres parties de leur vie par ailleurs. Donc là, je ne sais pas si on peut parler de la religion comme une drogue. Ce dont je parlais, c'était l'effet objectivé de la prière sur notre cerveau. Et qu'effectivement, la prière a des effets calmants, comme certaines substances peuvent l'avoir, mais qui sont des substances addictives dangereuses, alors que la prière, a priori, n'est pas mauvaise pour l'organisme. Et c'est aussi, on peut vivre une extase mystique, quand même plus rare, en tout cas dans mon expérience de prière, et qui est comparable à des substances psychoactives qui peuvent aussi créer, à ce moment-là, non pas une extase mystique, mais une extase, un paradis artificiel. Et certains y voient même la preuve de l'existence de Dieu. C'est-à-dire que si j'ai une émotion en écoutant le 5e concerto de Beethoven, si ça me crée une émotion, c'est qu'il y a quelque chose au-delà. C'est pas moi qui ai inventé cette pièce de musique. Donc parler de drogue, de la religion, non. Qu'éventuellement la prière puisse avoir quelque chose d'addictif du côté de l'effet calmant et euphorisant, moi j'y vois pas vraiment quelque chose de dangereux en termes de santé mentale. Pourquoi pas, accro à Dieu, j'aime bien l'idée. L'art et la religion devraient aider à embrasser, vraiment à prendre la réalité, plutôt que la fuir. À partir du moment que la religion, l'art, elle commence à te faire fuir de la réalité, plutôt que d'y rentrer avec beaucoup de sérieux, à ce moment-là, c'est devient problématique. Mais en fait, la question, c'est que par rapport à beaucoup de dépendances sont par via oral. Alors, est-ce que le déficit de l'allaitement d'un enfant pourrait jouer aussi à ce niveau? D'abord, effectivement, aller dans ton sens qu'effectivement quelque chose de sain devrait aller vers davantage d'unité, c'est-à-dire qu'une spiritualité, est-ce quand même s'il y a quelque chose à dire certainement pas de la sainteté, mais du côté de la santé, alors une spiritualité saine, plutôt que de morceler la personne, devrait l'unifier. Donc là, je vais dans ton sens, qui est effectivement la prière, normalement, nous unifie, nous rassemble. Nous rassemble en tant que chrétiens, mais nous rassemble aussi nous-mêmes, nous recentre, nous réoriente. Et autre chose, c'est par rapport à l'allaitement. Oui, effectivement, de ce qui est observé autour que ce soit d'ailleurs
les troubles alimentaires, que ce soit aussi le fait de fumer, que ce soit le narguilé, le cannabis ou le crack, etc. Effectivement, c'est quelque chose alors c'est plus analytique, mais une hypothèse, que ce serait en lien avec des pulsions plus archaïques, en lien avec la phase orale, qui est effectivement de mettre des trucs dans la bouche comme les bébés, qui commencent à entrer en contact avec le monde, d'abord en buvant, en tétant le sein, et puis ensuite leur première manière d'entrer en contact avec le monde, c'est effectivement de tout mettre en bouche. Ce que les adolescents remettent en scène, cette pulsion orale, au début de l'adolescence, où vous pourrez remarquer qu'ils sont de retour dans la pulsion orale parce qu'ils grignotent leur crayon ou leur bic. Vous regardez les trousses ou les plumiers de pré-ado, la plupart des trucs sont mordiers à l'extrémité. Donc on est de retour dans une pulsion orale. Et effectivement, il y aurait quelque chose de régressif. En tout cas, c'est une lecture analytique de la chose, que de se remplir, d'essayer quelque part de prendre un sens littéraire pour un sens littéral, c'est d'essayer de remplir ce vide par toute une série de choses, qui peut être effectivement du matériel, qui peut être une substance, ou qui peut être quelqu'un qui va enfin remplir ce vide intérieur. Et une formule analytique qui peut être un peu ésotérique, mais qui pour moi a fait sens, c'est de passer de cette tentation de remplir ce vide par toute une série de choses qui ne le remplissent pas à un vide habité. C'est une formule analytique, mais je trouve presque spirituelle. Donc l'idée, c'est que ce vide qui est en nous, qui soit habité, un vide habité. C'est un peu paradoxal, mais j'aime bien la formule. Il me semble que du côté du péché, ce qui est considéré, c'est que le péché nous sépare de notre Créateur. Et que justement, la confession nous réunit à lui. Un peu comme j'ai suivi cet enseignement de Myriam Terline de cas d'amour et vérité, où elle dit, voilà, comme un couple qui se dispute, elle fait ça avec une ficelle, on coupe la ficelle, et puis après on se rabiboche, on refait un nœud, et en fait la ficelle est plus courte, c'est-à-dire qu'on est plus proche. Alors maintenant, la réponse du psy, c'est pour moi, les dépendances et les conduites addictives peuvent nous amener à nous morceler, peuvent nous amener à nous cliver, à avoir différentes parties de notre vie qui, alors en langage chrétien, sont dans la lumière et d'autres dans l'ombre. Et ça, effectivement, ça crée des personnalités morcelées, clivées, avec des parties d'eux qui leur échappent, des parties dans lesquelles ils ont honte et qui vont compenser peut-être par une sorte de personnalité faux self. Donc ils mettent un masque où ils sont brillants, intelligents, gentils, mais alors ils font des trucs en douce qui sont beaucoup moins enthousiasmants. Et effectivement, pour moi, il y a une dimension aussi psychologique à avoir des attitudes auxquelles on n'adhère pas, voire même qui nous font honte et qui nous causent de la culpabilité. Ça nous morcelle, ça nous clive. Et c'est source de souffrance. Et le pire, du point de vue du psy, je suis chrétien aussi, mais là, la position du psy, c'est que justement cette culpabilité et ce morcellement, loin de nous aider à cesser ces attitudes qui nous font souffrir, en augmente la régularité ou la fréquence, puisqu'une bonne partie est de faire face à notre tension interne qui nous amène chaque fois à rechuter. Mais je vais peut-être laisser la parole soit à Olivier, soit à un prêtre pour la dimension plus théologique. Si tu permets, je vais me plonger directement dans le livre de la Genèse, puisque c'est là aussi qu'on peut prendre une source. Je te propose une relecture, alors, qui pour le coup est d'origine rabbinique, mais donc par rapport à cet arbre qu'on dit être cause de la chute, le fait d'avoir pris ce fruit défendu. Donc là, on peut le lire comme un interdit. Et puis ce que nous propose certaines lectures rabbiniques, c'est de se dire, quelque part, le péché, ce n'est pas tellement d'avoir pris le fruit, c'est d'avoir été immature au moment d'avoir pris le fruit. Je m'explique. En fonction de comment on avance dans le texte, il y aurait « tu ne mangeras pas de l'arbre » ou « tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre ». Et donc,
c'est pas manger le fruit qui a été interdit, c'est manger l'arbre de manière immature, quand le fruit n'est pas encore à bout. Et donc quand tu parles d'interdit, ça me fait un peu, si je fais le parallèle avec les dépendances, il y a quelque chose de bon dans certaines choses. Le fruit en lui-même est bon. Ce qui est péché, c'est notre immaturité face à ce fruit. Peut-être l'idée, c'est pas, comme pour les dépendances, c'est pas de condamner, on l'a vu avec Jérôme, c'est pas de dire c'est interdit, mais d'accompagner dans la croissance vers Dieu. Donc, une fois que le fruit a été mangé, une certaine peut-être théologie ou une certaine pédagogie qui consiste à punir, mais c'est vrai que dans ce que je crois moi, je n'imagine pas tellement la chute comme une punition, mais comme une conséquence d'un acte qui a été posé par l'homme, et que Dieu, effectivement, a quelque chose d'un amour qui essaye de retisser toujours ce lien avec l'homme. Dans ce que j'explique là, je n'élimine pas le péché, je le repositionne comme une source de quelque chose qui nous a séparés, mais en tant qu'accompagnateur, en tant que pastoral des jeunes, je vais pas aller, c'est pas là-dessus que je vais réappuyer, mais sur la relation à recréer. Il y a eu une séparation, il y a eu un acte dommageable, mais en tout cas en pastoral des jeunes, je ne vais pas aller rappuyer là-dessus, et peut-être même en tant que parent, quand un vase a été cassé, en fonction de comment il a été cassé, c'est pas non plus là-dessus que je vais aller appuyer, mais plutôt sur la réparation. Je pose une autre question, c'est l'ennui. Voilà. Peut-être que je pourrais te conseiller un assez bon livre sur ce sujet-là, qui nomme pas l'ennui comme tel, mais qui parle de cette crainte de se retrouver avec soi, seul, qui était bien travaillé par je crois que c'est Bernadette Lemoine. Maman ne me quitte pas. Elle fait le lien entre les angoisses infantiles de séparation, d'abandon, et la difficulté à se retrouver seul avec soi-même, ou à craindre d'être abandonné, quitté, laissé en plan. Et je pense qu'il y a quelque chose de ça, quelque chose de l'angoisse de se retrouver seul avec soi, de se retrouver en contact avec des traumatismes passés, et que donc il faut remplir. C'est la crainte du vide, c'est la crainte de se retrouver face à son angoisse, son traumatisme. Effectivement, on sait que l'activité qui développe le plus l'intelligence pour les enfants, c'est justement de les laisser s'ennuyer, parce que ça fait appel à leur créativité. Mais que si quelqu'un se retrouve dans cette inquiétude, que s'il est laissé avec lui-même, peut-être que maman ne reviendra pas, peut-être qu'on ne va pas venir le chercher, peut-être qu'il va se retrouver abandonné, qu'à ce moment-là, l'ennui, ou en tout cas le sentiment d'être seul et vide, est quelque chose d'insupportable, quelque chose de tellement angoissant qu'il faut remplir avec n'importe quoi. Avec du bruit, avec de la substance, je ne peux pas rester seul parce que j'ai peur que ça dure trop longtemps. Et donc on revient à cette idée d'une solitude habitée, ou du vide habité, qui est justement de comment j'arrive à me sentir même seul avec moi-même, en lien avec des gens aimés et avec mon Créateur. Je pense aux jeunes aujourd'hui qui sont provoqués de cette solitude, qui sont coupés de la nation des cours, ils peuvent aller maximum de 50% des cours, et on est vraiment dans une situation d'époque, une période de danger. Et je ne pourrais pas être plus d'accord, et ça a même été objectivé. C'est-à-dire que depuis 1950, très exactement, on voit que le nombre de personnes significatives dans l'environnement, statistiquement, le nombre de personnes significatives dans l'environnement des gens a été en diminuant drastiquement. C'est-à-dire qu'on n'a jamais été aussi connecté et avec aussi peu de personnes avec lesquelles on est véritablement en lien. C'est-à-dire qu'on est dans un truc qui est complètement paradoxal, où on est en contact avec parfois des milliers de gens par des plateformes sociales, et pourtant, si demain on a vraiment un problème, on n'a plus grand monde à qui appeler. On se retrouve paradoxalement dans la société la plus connectée de mémoire d'homme, et pour autant dans un isolement inédit. Et encore plus dans le monde urbain, on a des gens qui sont d'une solitude complètement inédite, quoi. Et effectivement, que ce qui est en train de se jouer pour les aînés, ou qu'on les cloître là dans les maisons de retraite
où ils ne peuvent plus avoir de compagnie, où on ne peut plus aller les voir, et surtout pour les déments séniles, où effectivement ils n'ont plus la mémoire épisodique, mais ils ont très bien la conscience du fait qu'on les prenne dans les bras ou qu'on les touche, et donc ça, ils sont privés de ça. Et les plus jeunes, pour lesquels les adolescents, effectivement, c'est le moment où l'importance du groupe, l'importance des pairs est un support identitaire, et là ils en sont privés, oui. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est effectivement, qui s'accentue encore aujourd'hui, étant donné la situation. On n'a jamais été aussi seul, et pourtant hyper connecté. Là, on ne peut pas aller de plus. Tous ceux qui, enfin beaucoup, pas tous, mais la plupart de ceux qui bossent sont devant leur écran toute la journée, et pourtant ils ne voient personne. Et moi, j'entends que ça dans mon bureau de psychothérapeute, des gens qui disent, je suis tout le temps en contact avec plein de gens, et pourtant, je ne vois personne. La rediffusion de cette formation s'achève par un temps de prière personnelle. Je vous propose vraiment de se mettre sous le regard du Seigneur, peut-être aussi avec dans le cœur certains de nos proches, certains de nos jeunes que nous accompagnons, que le Seigneur nous a confiés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire ? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Alors, je vous propose de garder le silence, de vraiment laisser pénétrer cette parole, de reprendre un mot, une phrase, soit à voix basse ou à voix haute, qui vous parle, et de laisser vraiment le Seigneur venir nous rejoindre par sa parole. Alors nous voudrions vous proposer une petite démarche de vraiment remettre une addiction, une difficulté qui vous semble faire obstacle à votre vie, tout simplement à votre vie humaine ou à votre vie spirituelle. Et donc ceux qui ont accès à Miro, vous pouvez prendre une petite pastille et la faire glisser sous le Christ pour que le Christ prenne cette addiction et qu'elle lui soit remise, qu'elle lui soit confiée. Lui qui nous sauve du mal, qui nous sort de nos ténèbres. Nous avons peut-être aussi dans le cœur l'image ou le prénom de l'un ou de l'autre que nous connaissons, qui souffre de ces troubles de l'attachement, qui souffre de dépendance affective ou à une substance. Alors en toute simplicité, confions ces personnes au Père, au Christ qui sauve, à l'Esprit qui redonne vie. Et donc vous pouvez citer simplement, donner le nom de la personne, ou dans votre cœur si vous préférez.
Confions toutes ces personnes au Père en disant ensemble « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Notre-Dame au cœur d'or, aide-nous et chacun de ceux qui sont entravés par de petites ou grandes dépendances. Alors on en a peu parlé pendant la matinée, mais il y a aussi une grande difficulté au niveau des jeunes, c'est la pornographie. Et donc nous vous proposons de prier pour tous les jeunes. Bien souvent cette dépendance à la pornographie n'est pas très visible, mais elle est tellement répandue que c'est presque impossible que nous ne connaissions pas de jeunes qui en soient dépendants. Donc je vous propose de lire sur votre écran ensemble cette prière à Carlo Acutis. Dieu de tendresse et de bonté, par le cœur immaculé de Marie, Mère de miséricorde, viens briser le fléau de la pornographie qui sévit dans le monde. Nous te prions pour tous ceux qui en sont esclaves, et en particulier pour ceux que nous te confions en ce temps de prière. Daigne leur accorder la guérison du cœur et des sens, ainsi que la force dans les tentations, par l'intercession du jeune vénérable Carlo Acutis, missionnaire de ton cœur, tout donné à Marie. Amen. Et avec votre esprit. Amen. La rediffusion de notre journée de formation s'achève ici, mais c'est une journée qui doit nous permettre aussi de faire du lien. Donc nous vous invitons vivement à participer aux prochaines éditions. Toutes les informations se trouvent sur sacréjeune.be.